L'ignorance est une thématique familière à nombre d'entre nous. On la fréquente, on l'a vu, comme une vieille connaissance avec laquelle on ose rompre définitivement. Elle participe à nourrir nos symptômes, nous amenant parfois à fantasmer le savoir de l'autre. Mais elle contribue aussi à nous faire grandir. Ainsi, Lacan a choisi de faire de l'ignorance une passion, au même titre que la haine et l'amour. Il la situe comme ce qui guide le désir d'un sujet dans la quête d'un savoir, ou au contraire comme un état d'aveuglement où certains se maintiennent et y trouvent jouissance. Un rêve m'est venu il y a quelques jours. Je suis dans l'impossibilité de faire la conclusion de ce colloque, car aucun intervenant ne m'a transmis le texte de son intervention. Et donc j'ignore le fruit de leur réflexion, j'ignore leur savoir. Pourtant, aucune angoisse n'émerge, car à y regarder de plus près, à partir des titres, n'ai-je pas des idées de ce dont il est question? N'est-il pas possible de dégager, si ce n'est l'étendue de la réflexion, au moins des thématiques abordées? Ce rêve ne témoigne-t-il pas que cette ignorance est ici à entendre comme l'état d'une connaissance tenue à l'écart, une méconnaissance sur ce qu'est le savoir et sur soi-même, tel qu'il se révèle dans ce voyage par la parole qu'est la psychanalyse, et tel que l'ont souligné finement mes collègues du RPH aujourd'hui? Au cours de cette journée, les interventions se sont succédées, articulant adroitement la théorie à la clinique. Il a d'abord été question avec Warda Ferlico de la position d'éclaireur du psychanalyste, lequel invite le patient à parler sans savoir, en vue de mettre à jour sa vérité subjective. La règle fondamentale de l'association libre, pivot de la cure, vient percuter le moi et le dégonfler de ses certitudes. Son propos quant à la position d'ignorant, de semblant de psychanalyste, est relayé par le travail de Mathieu Julien. Formé à échapper à l'ananalyste, c'est-à-dire au détenteur d'un savoir livresque qui fournit des interprétations contaminantes pour le patient, le clinicien, selon les enseignements de Fernando de Amorim, fait de son ignorance un socle, se montre créatif dans sa clinique et se laisse surprendre. Il ouvre ainsi la voie à une clinique riche et vivante. C'est sans oublier que c'est un professionnel ignorant mais cultivé, non dupe d'un « je sais pas » que le patient s'adresse, nous signale Laure Baudiment. Dans la psychothérapie, le moi joue le premier rôle, mais c'est en posant la question au grand hôte que le psychanalysant s'engage dans la recherche d'une vérité méconnue, reconnaissant sa position d'ignorant. Julien Faugeras nous alerte sur l'aliénation au savoir du psychanalyste. Il démontre également la position délicate du clinicien dans la cure, qui chatouille une croyance aliénante pour la faire vaciller vers un désir de savoir, sans réveiller la haine destructrice telle qu'en a pâti Socrate. Ouvrir la voie du manque dans la cure, afin d'entrevoir sa vérité, comme le propose Diane Surouille, c'est sortir de ce qu'elle nomme l'illusion d'un tout possible, cette passion de l'ignorance. Le clinicien, en facilitant l'accès aux failles qui échappent aux patients, ouvre alors des voies possibles au savoir inconscient de l'être. Dans un mouvement similaire, Marine Lalonde illustre les 5 résistances du ça, du moi et du surmoi qui nourrissent le symptôme avec de fins exemples cliniques et des paroles bien dites de patients, et elle montre comment le clinicien opère rigoureusement pour les amadouer. Nourrir le transfert, indiquer la règle fondamentale, assurer le patient de son écoute dans les moments de turbulence et produire des effets de castration sont les indications freudo-lacaniennes qui guident notre travail au RPH, et nous en avons parlé toute la journée. Jean-Baptiste Le Gouy détaille minutieusement la façon dont l'ignorance et le savoir se donnent à voir et se déplacent, en amont et tout au long de la cure du patient. Ces instantanés rendent vivantes et signifiantes ces moments, de paroles pleines, de refus, au contraire, d'acceptation du savoir insu et du savoir de l'autre fantasmé, bref, des effets de la cure. Je terminerai cette conclusion en revenant à Jacques Lacan, qui suggère qu'il y a un type d'ignorance spécifique selon les époques et les cultures. À quelle ignorance actuelle se confronte l'être humain dans notre société? Sujet à ses passions, l'être cherche un remède à ce qui l'agite. Dans notre société de l'hyperconnexion, tout le savoir du monde est en accès libre, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. L'être humain tente de pallier à son ignorance grâce à Wikipédia ou encore à des applications sur smartphone que j'ai découvert très récemment grâce à un patient, Timeline of the Universe. Il s'approprie ainsi un savoir théorique encyclopédique qui est là à portée de main, et cela ne lui suffit pas.
C'est alors vers le désir de connaissance de soi et non de savoir sur soi que l'aide se tourne. Il tente d'acquérir une maîtrise, un savoir corporel, physiologique, mental. Un total control freak, ai-je entendu, de patients qui aspirent à un idéal autosuffisant, auto-bienfaisant. Individus connectés, sous contrôle, rassasiés par le nombre de pas faits par jour, la qualité de leur sommeil et de leur alimentation, l'illusion est proche de devenir son propre médecin autoprescripteur, grâce à des applications ad hoc, à devenir plus savant que le doc. Cette voie œuvre à rassurer, à éviter de se confronter au manque et à faire taire rapidement toute souffrance. Mais ce trop-plein, cette saturation, ce savoir pléthorique, n'est-il pas un leurre qui nous éloigne du vrai savoir, de la vérité du sujet, celle qui concerne notre désir et notre liberté? Je me souviens d'une phrase de Laure Baudiment lors d'un précédent colloque. La psychanalyse est une clinique de l'espérance. Alors, heureux celui qui accepte son ignorance et s'engage dans cette voie. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre participation.